Bonjour à tous. Ma communication porte sur les mécanismes de coopération Maroc-Union européenne en matière de la gestion des réfugiés au Maroc. Et donc, pour commencer, je dirais que en fait, depuis des années, en fait, la question migratoire est un élément clé dans les relations entre Maroc et l'Union européenne. Et c'est surtout à partir des années 2000 que cette coopération s'est renforcée autour des objectifs communs, notamment la gestion des flux migratoires, c'est-à-dire la lutte contre la migration irrégulière, et aussi le renforcement de l'accueil et de l'intégration des réfugiés au Maroc. Et donc, en fait, je dirais que grâce au financement européen, plusieurs programmes ont été mis en place qui ont vraiment permis l'accès aux réfugiés à un ensemble de droits, notamment l'éducation, la santé, voire l'emploi. Et donc, mais la question qui se pose, c'est que est-ce que ces efforts participent réellement au renforcement de la protection des réfugiés au Maroc? Et donc c'est parce que jusqu'à présent, le Maroc n'a pas de loi sur l'asile, et donc on peut dire que son cadre juridique n'est pas complet. Et donc d'où vient la problématique suivante? C'est dans quelle mesure le partenariat entre le Maroc et l'Union européenne permet-il un renforcement effectif de la protection juridique des réfugiés, ou il s'inscrit principalement dans une logique axée sur la gestion des flux migratoires. Donc, la première partie va porter surtout sur les instruments et les mécanismes de coopération entre Maroc et l'Union européenne en matière de l'asile. Et donc, pour commencer cette partie, je dirais que quand je viens de citer la coopération entre le Maroc et l'Union européenne en matière sur les questions migratoires s'est renforcée surtout à partir des années 2000 et c'était dans le cadre d'un accord qu'on appelle l'accord d'association Maroc-Union européenne qui a été signé en 1996 et entré en vigueur en 2000. Et donc, c'est à partir de ce moment où les deux parties ont pris conscience de l'importance de cette coopération, notamment pour, quand je viens de dire, la lutte contre l'immigration irrégulière, mais aussi la réadmission des personnes, si on veut dire, des personnes en situation irrégulière, et aussi, si on veut dire, essayer de suivre, en fait, la réinsertion des personnes qui ont été rapatriées. Voilà. Donc, aussi, mais en fait, cette coopération, si on veut dire, a pris un nouveau tournant, surtout avec les soulèvements en fait, du printemps arabe et aussi avec l'intensification des flux migratoires vers l'Europe. Et c'est à partir de là où il y avait l'adoption d'une approche globale, qui avait l'approche des migrations et de la mobilité de la part de l'Union européenne. Et donc, cette approche vise en fait, elle a pour objectif d'établir des partenariats plus complets avec les pays du voisinage sud, dont le Maroc. Et donc, c'est à partir de ce moment où le Maroc est devenu le tout premier pays à avoir signé un accord ou bien à avoir établi un partenariat pour la mobilité avec l'Union européenne et 9 de ses États membres. Et donc, ce partenariat pour la mobilité avait en fait 4 objectifs, ou bien 4 piliers. Et un de ces piliers, c'est la protection internationale et le droit d'asile. Et donc, les deux États s'engagent en fait à établir ou bien à accompagner la mise en place d'un système d'asile et de protection nationale au Maroc, notamment avec l'appui du financement européen. En fait, le financement est technique aussi, c'est le côté technique. Et donc, ce partenariat en fait s'aligne avec la nouvelle politique migratoire marocaine qui a été annoncée en 2013 et s'est concrétisée en 2014 avec l'adoption de la stratégie nationale d'immigration et de l'asile,
qui avait pour objectif d'instaurer un droit sur l'asile. Mais en fait, c'est vrai, d'ailleurs, c'est pour cela qu'il y avait un projet, c'est le projet 2614. Et donc, mais en attendant, il y avait d'autres actions de la part du Maroc. Par exemple, en partenariat avec le HCR, il y avait 2 campagnes de régularisation. Ces campagnes ont permis en fait de régulariser 800 réfugiés entre 2013 et 2016. Mais en fait, lorsqu'on parle de régularisation, ça veut dire qu'ils ont pu obtenir des titres de séjour de la part du bureau de réfugiés d'apatrides. Et donc, mais en fait, cet instrument reste, et en fait d'urgence, reste limité. Pourquoi? Parce que en fait, les titres de séjour accordés aux réfugiés n'ont qu'une durée d'1 an. Et il n'y avait pas un accompagnement pour le renouvellement. Et en fait, lors de son expiration, le réfugié se trouve face aux démarches normales. Ça veut dire qu'il doit rassembler un ensemble de papiers, chose qui n'est pas évidente. Et du coup, c'est pour cela qu'on trouve un nombre quand même important au Maroc de réfugiés avec un titre de séjour expiré. Et là, on est plus dans un flou, si on veut dire, juridique. Alors, passons maintenant au financement, le côté financement. D'ailleurs, la Commission européenne a publié un rapport en 2023 qui regroupe l'ensemble des financements, par exemple, qui ont été entre 2014 et 2022. Et là, on voit que à peu près 2,131 milliards d'euros ont été versés en fait comme soutien au Maroc. Et d'ailleurs, on se réfère à ce rapport, les financements ont été divisés en 2. Il y a la part de la coopération bilatérale, et c'est elle que vous voyez ici en couleur claire. Et il y a aussi la part qui est plus régionale, qui rentre dans la politique du voisinage du Maroc. Et en fait, malheureusement, le rapport ne mentionne pas en fait en détail comment ce budget a été réparti d'une manière totale, mais il a quand même donné quelques exemples de programmes qui ont été faits d'une manière bilatérale entre Maroc et l'Union européenne, comment ils étaient répartis. Et ça, c'est le cas en fait, le camembert que vous voyez sur le fonds fiduciaire, par exemple entre 2015 et 2021. Et là, vous voyez que, par exemple, une grande partie est consacrée à la gestion intégrée des frontières et lutte contre la traite. Donc, le reste, 4%, c'est pour, par exemple, le soutien de gouvernance migratoire, etc. Donc là, on voit que quand même, une somme importante est versée côté sécuritaire que intégration. Mais cela n'empêche que l'Union européenne, quand même, comme je viens de dire, son soutien a permis de mettre en place un ensemble de programmes. Et là, je vais essayer de vous présenter les principaux programmes qui ont participé effectivement à l'intégration faciliter l'intégration des réfugiés au Maroc. Par exemple, le premier programme, c'est l'appui aux politiques, intitulé Programme d'appui aux politiques migratoires au Maroc. Par exemple, ce programme, là vous voyez le budget qui a été versé, et elle avait pour objectif de consolider le cadre légal et institutionnel, là on parle plus de la stratégie nationale d'immigration et de l'asile, et améliorer l'assistance sociale et humanitaire, par exemple les enfants non accompagnés, parce que là ça pose aussi problème, le retour volontaire, et aussi développer la connaissance des flux et favoriser l'insertion socio-économique des migrants et réfugiés. Il y a aussi un autre programme, le programme régional de développement et de protection pour l'Afrique du Nord. Et en fait, pour le premier programme, c'était un peu général, ils n'ont pas publié de résultats, mais par contre, pour celui-là, il y avait quand même des résultats importants. Par exemple, il y avait la formation de plus de 515 acteurs marocains, et là on parle plus de fonctionnaires, des travailleurs sociaux, etc., sur les enjeux d'asile et de la migration. Il y avait aussi l'intégration de 269 migrants et réfugiés ayant bénéficié du système public d'assistance sociale. Il y avait la protection de l'enfant. Là, on a un nombre, 213 enfants non accompagnés ou séparés. Et aussi, côté hébergement,
Et il y avait aussi un appui pour les travaux faits par le HCR. Par exemple, environ 16 000 décisions de statut de réfugié ont été rendues et 25 000 enregistrements de nouveaux demandes d'asile effectuées. Il y a aussi un autre projet appelé IDMEJ. C'est un projet, c'est pour accompagner les migrants régularisés et les réfugiés vers un emploi, ça veut dire. Et là, ici, il y avait des résultats après en fait ce programme. Par exemple, les centaines de migrants et réfugiés accompagnés vers la formation de l'emploi. Il y avait aussi l'accès et la facilité des services connexes avec Olivier et freins de l'insertion institutionnelle, de l'accueil des migrants et des réfugiés. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres. Aussi, par exemple, je vais partir vite pour ne pas prendre assez de temps, mais ce sont des programmes qui sont très intéressants. Il y a aussi le projet d'appui à la création et au développement du projet d'entrepreneuriat et de coopération parmi les réfugiés au Maroc, qui parmi ces résultats avait en fait l'accompagnement de plus de 400 réfugiés soutenus par la MAP dans leur démarche entrepreneuriale, et la sensibilisation de plus de 300 participants aux ateliers d'auto-emploi. Il y avait aussi des micro-projets qui ont été financés et la création de 2 coopératives formelles. Donc, aussi, il y a un autre programme, par exemple Work for Integration, qui avait pour objectif d'encourager l'esprit entrepreneurial des migrants régularisés. Et d'ailleurs, parmi les résultats, il y avait la création de 10 micro-entreprises impliquant 50 migrants entrepreneurs, 800 migrants formés aux compétences entrepreneuriales de base, etc. etc. Donc, un autre exemple, par exemple, Empowerment juridique des réfugiés et migrantes, qui aussi avait des résultats comme en fait 2197 personnes accompagnées. Pour les démarches, là, on parle plus de l'accès au traitement des demandes d'asile, etc. Et donc, en gros, j'ai essayé de présenter en fait les financements déjà accordés par le Maroc et aussi quels sont les programmes qui ont été mis en place et quels sont les résultats qu'on a pu obtenir à partir de ces programmes financés par l'Union européenne et ainsi que d'autres partenaires, notamment les organisations internationales. Mais en fait, là, la deuxième partie, elle porte beaucoup plus sur les limites et les défis de la protection juridique. Ça veut dire, on va essayer de voir est-ce que ces programmes ils participent vraiment à une protection durable de ces réfugiés. Alors c'est ce qu'on va savoir par la suite parce que, en fait, malgré l'engagement qui a été affiché en 2013 pour la nouvelle politique migratoire et aussi pour un projet de loi sur l'asile, en fait, si on veut dire le report indéfini de ce projet de loi en fait maintient les réfugiés dans une situation floue. Et donc le fait qu'il n'y ait pas un texte juridique qui réglemente la question de l'asile, cela en fait affaiblit les mécanismes de protection déjà existants. C'est vrai que maintenant il y a la loi qui porte sur l'entrée et le séjour des étrangers, qui est utilisée maintenant lorsqu'il s'agit d'un cas de réfugié. Mais il faut savoir que cette loi, en fait, pour les réfugiés, elle garantit en principe 2 choses. Le principe de non-refoulement, c'est-à-dire le fait de ne pas expulser une personne vers un état où sa vie est en danger. Et aussi, pour les personnes, en principe, reconnues par le HCR, normalement, ils doivent avoir une carte de séjour de la part du bureau de réfugiés et d'apatrides. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance par l'État marocain du statut de réfugié. Mais en fait, cette loi ne va pas très loin parce qu'elle ne prévoit pas en fait des procédures pour l'enregistrement, pour le traitement des cas de demandeurs d'asile et aussi pour des règlements comment identifier ce statut de réfugié, et aussi dans la loi on ne trouve pas l'accès aux droits sociaux. Et donc aussi il y a le bureau de réfugiés et d'apatrides qui normalement c'est le bureau c'est l'agence principale chargée du traitement des demandes d'asile. Aussi, en fait, on voit qu'il y a en fait certaines défaillances dans ce bureau, vu que
elle n'a pas une base légale en fait actualisée. Maintenant, elle repose seulement sur le décret portant sur les modalités d'application de la Convention de Genève. Et aussi, elle n'a pas de règlement intérieur pour son fonctionnement. Donc, il fonctionne selon des commissions ad hoc, si on veut dire, qui se réunissent avec le HCR 2 fois par semaine pour voir les cas déjà traités par le HCR et décider vers la fin s'ils vont leur accorder un titre de séjour ou pas. Mais en fait, malheureusement, on remarque que pas assez de réfugiés ont pu vraiment obtenir ce statut ce titre de séjour. Et lorsque je parle de titre de séjour, je parle surtout d'une reconnaissance de la part des autorités marocaines. Et d'ailleurs, selon les derniers chiffres du HCR, il y a en fait plus de 17 000 personnes enregistrées comme demandeurs d'asile et réfugiés. Parmi ces 17 000, il y a 9 000 reconnus par le HCR en tant que réfugiés, mais en fait, seulement 10% ont obtenu un document officiel marocain. Ça veut dire que 9 réfugiés sur 1 ne sont pas reconnus par l'État en tant que réfugiés. Et là, en fait, ça pose problème. Pourquoi? Parce que théoriquement, ces personnes sont considérées comme des personnes, des étrangers, des simples étrangers en situation irrégulière au Maroc, vu qu'ils ne sont pas reconnus. Et donc, sur la base de la loi 0203, ils peuvent faire l'objet d'arrestation ou d'expulsion alors qu'ils sont des réfugiés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même l'État, même si ces réfugiés ne sont pas reconnus officiellement par l'État, mais l'État a reconnu les documents du HCR d'une manière officieuse. Ça veut dire si des personnes sont interpellées et il se trouve qu'ils ont une carte de réfugiés ou de demandeurs d'asile, ils sont par la suite relâchés, mais cela ne veut pas dire que ces documents du HCR ne leur accordent pas une protection juridique. Et aussi, en fait, en l'absence d'une reconnaissance par l'État, ils ne peuvent pas bénéficier de certains droits qui sont garantis par la loi marocaine, comme par exemple l'accès à l'emploi ou à la protection sociale. Et donc, là, le problème qui se pose, c'est qu'on voit que le système juridique, ou bien le système d'asile marocain de manière générale, repose sur les financements extérieurs. Et d'ailleurs, comme par exemple l'Union européenne, vraiment, elle a financé une grande part, que ce soit pour faire marcher la stratégie nationale d'immigration et d'asile, et à travers plusieurs programmes que je viens de citer. Et le problème, c'est qu'on compte beaucoup plus sur des projets qui sont une durée limitée. C'est vrai qu'ils parviennent à arriver à des résultats, mais ces projets, ils ont une échéance, et donc on n'est pas sûr s'ils vont être renouvelés par la suite. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je pense que la solution, c'est surtout de reposer sur une politique publique durable que de reposer que sur des projets avec une échéance. Aussi, l'État marocain, en fait, accorde un budget très modeste aux gestions de l'asile, qui est souvent identifié dans le cadre sécurité et aide sociale, d'accord? Et d'ailleurs, quand on parle du côté migrants et réfugiés, il y avait plusieurs organisations qui ont soutenu ça, comme par exemple l'UNICEF, en partenariat avec l'Union européenne, ils ont travaillé pour l'intégration scolaire des enfants réfugiés, avec un programme qu'on appelle Hijra et Himaya. Il y avait aussi l'amélioration de l'accès aux services de santé avec une agence française en partenariat avec l'Union européenne, plus d'autres aides d'autres pays comme l'Allemagne, l'Espagne, et les agences unisiennes, etc. Et donc ça, en fait, il peut provoquer des risques, dans la mesure où ça peut qu'il y ait une discontinuité. Ça veut dire on essaie de protéger en fait ces réfugiés, mais cette protection, ça peut qu'il ne continue pas comme il le faut, vu que si par exemple, les organismes ou les partenaires qui financent changent en fait de priorité ou de politique, peut-être que le Maroc trouvera du mal à financer en fait l'ensemble de ces programmes lui-même. Et donc là,
D'ailleurs, c'était un exemple parmi d'autres, comme le cas où il y avait la crise migratoire entre 2015 et 2016. L'Union européenne s'est focalisée beaucoup plus sur le contrôle des frontières, etc., par rapport à autre chose. Et donc là, pour conclure, je dirais que c'est vrai que le partenariat entre le Maroc et l'Union européenne a permis des avancées en matière d'intégration socio-économique, grâce à un soutien en fait, européen qui est important. Mais comme j'ai cité, il y a des limites. Dire le projet de loi de l'asile reste en suspens et les programmes d'intégration sont temporaires, mais insuffisants pour garantir une protection durable. Et donc les réfugiés restent dépendants au HCR en l'absence d'un cadre national. Alors pourquoi il faut opter pour une loi sur l'asile? Déjà, selon l'OCDE, ils disent que la réussite des stratégies dépend dans une large mesure de l'existence d'un cadre d'action et d'un cadre juridique, ce qui fait que je trouve que dans ce cadre, il est important d'accélérer le processus d'adopter une loi sur l'asile pour garantir une protection durable à ces réfugiés. Je vous remercie pour votre attention.